On s'installe plutôt là-bas. Bonjour, un café et un thé s'il vous plaît. Café ou thé, c'est le temps de la pause. Bonjour et bienvenue sur notre nouvelle série de podcasts, Le temps d'une pause, thé ou café. Elle met en lumière l'actualité de notre écosystème de partenaires. Découvrez une série d'entretiens avec des experts de l'efficacité organisationnelle et de la digitalisation. SIRH, relations clients, management, solutions paye, conseil, éditeur de logiciels, cloud. Nous recevons aujourd'hui Stéphane Lozano, consultant chef de projet AMOA GTA chez Temps d'Avance, un cabinet de conseil GTA et planification. Bonjour Stéphane, alors thé ou café ? Bonjour Cédric, café avec un mug et tu peux laisser le thermos sur la table. Alors Stéphane, est-ce que vous pouvez nous présenter Temps d'Avance, votre activité et vos services ? Temps d'Avance est un cabinet de conseil spécialisé dans le domaine de la gestion des temps et la planification, qui existe depuis 2009 et qui a été créé en partant d'un constat qu'il y a beaucoup d'accompagnement sur les sujets de la paye, voire des autres domaines du SIRH qui sont développés, mais très peu sur la partie gestion des temps et planification. On propose un accompagnement depuis la phase de cadrage, les prémices des projets, sur la phase projet jusqu'à la fin, la mise en production, mais également sur des phases lors de run pour des accompagnements en coaching des administrateurs, formation des nouveaux utilisateurs, des tutoriels et voire également de l'administration de solutions. Et avant même la naissance du projet, quelles sont les questions à se poser du point de vue de l'organisation ? La première chose la plus importante, c'est déjà de prioriser les objectifs, définir et prioriser les objectifs du projet de gestion du temps ou de planification. Est-ce qu'il s'agit d'outiller les RH, parce qu'il n'y a pas encore d'outil ou un outil qui est obsolète? Est-ce qu'il s'agit de fiabiliser des traitements, des process? Est-ce qu'il s'agit de réduire les coûts? Ou est-ce qu'il s'agit d'uniformiser, de faire un espèce de corps modèle dans le cas de rachat ou d'unification de plusieurs entités, plusieurs sociétés ou plusieurs établissements? Donc, il va s'agir aussi de recenser les règles de gestion, de déterminer les process, recenser les process aussi, les usages et les besoins opérationnels en amont et ne pas uniquement se focaliser sur un point de vue direction, de prendre trop de hauteur au niveau des RH, mais bien prendre en compte les usages et les contraintes du terrain des opérationnels qui sont les premiers utilisateurs des solutions de gestion des temps et de planification. Et comment bien mesurer l'ensemble des risques et l'ensemble des bénéfices dans le cadre de ce projet ? Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la GTA et la planification sont sans doute les briques du SIRH, parce que malgré tout, ça appartient au SIRH, qui offrent les ROI les plus évidents et les plus rapides du domaine du SIRH. L'optimisation des plannings et des ressources, ça nous permet de maîtriser les coûts, permet d'anticiper, la réduction aussi des litiges, mine de rien, des litiges par rapport à la réglementation, puisque tout est bien cadré. On autonomise les collaborateurs, on responsabilise les managers et les collaborateurs. Ça facilite la mobilité, ça permet une projection des salariés dans leur propre planning personnel. Donc, le ROI, c'est vraiment très rapide et très évident. Au niveau des risques, les risques majeurs, déjà, ça va être une communication insuffisante. Ça, c'est le gros talon d'Achille. Et c'est pas lié que à la GTA, mais c'est très fort, très présent dans la GTA. Un manque de communication dans le projet vis-à-vis des utilisateurs et des salariés. Étant donné que ça va être un outil transversal, c'est la brique la plus transversale du SIRH qui est utilisée par absolument tout le monde, il faut impérativement en parler très tôt. Donc, c'est une implication des utilisateurs. On parle régulièrement de l'expérience collaborateur. Là, c'est l'expérience utilisateur. Bien prendre en compte les besoins et les usages des opérationnels, des personnes qui vont réellement utiliser au quotidien les outils. Quand on met en place une badgeuse, par exemple, pourquoi est-ce qu'on met en place une badgeuse? On a tendance à se dire qu'aujourd'hui, les badgeuses, c'est un outil de flicage. Mine de rien, ça, c'est une ancienne vision des choses qui n'est plus vraiment le cas. Aujourd'hui, les salariés ont bien compris que déjà, c'est un outil qui permet d'avoir une traçabilité, une véritable équité entre les personnes. S'il y a des tensions dans une entreprise, de toute façon, le fait de mettre une pointeuse ne peut qu'apporter du positif. Ça ne va pas tendre encore plus. Mais dans tous les cas, il faut impérativement communiquer
anticiper, c'est l'accompagnement au changement. Et dans tout projet, particulièrement dans la GTA, c'est souvent ce pan du projet qui est sous-estimé, l'accompagnement au changement. Merci Stéphane. Du coup, cette conduite du changement, elle est très importante. Et quelle serait une conduite du changement adaptée en fonction des différents niveaux de collaborateurs, donc que ce soit le collaborateur, le manager, la direction, quelle serait l'approche que vous adopteriez? Alors déjà, c'est d'impliquer les managers dès le tout début, les prémices du projet. Dans le cadrage, par exemple, le cadrage, qu'est-ce que ça va être? Ça va être de définir en partie l'objectif du projet. Alors ça va permettre aussi le cadrage de déterminer le ROI dont on a parlé tout à l'heure, déterminer un budget, mais l'objectif quand même, savoir pourquoi on met en place ce projet et puis le périmètre du projet. Si on ne prend pas les opérationnels qui sont quand même les principaux utilisateurs, on a tendance à avoir souvent des projets qui sont pilotés par des RH, voire par l'équipe paye, et c'est une erreur, parce qu'au final, qui l'utilise au quotidien souvent, ce vont être les managers, surtout lorsqu'il y a de la planification. Qui utilise les plannings? Les managers. Les demandes d'absence sont faites par les salariés aujourd'hui, on dématérialise tout ça, ce sont directement les salariés qui font leurs demandes. Il faut les impliquer dès le début pour avoir leurs besoins. Au niveau des RH, ça va être vraiment les porteurs de la partie réglementaire. Mais il faut les confronter aussi aux besoins réels du terrain. Parce qu'on se rend bien compte que là, en fait, le réglementaire, c'est une chose, mais il n'est pas toujours applicable en fonction des besoins du terrain. Donc c'est pour ça qu'il faut impérativement laisser la place et une place suffisante aux opérationnels et aux managers. Donc l'accompagnement, c'est ça, les intégrer dès le début. Ensuite, communiquer, laisser au fil de l'eau passer quelques informations sur comment va être utilisé, ce que va permettre l'outil. S'il y a des contraintes, c'est pas à la fin du projet en disant désolé, il y a des contraintes, on ne peut pas faire autrement, vous devrez l'utiliser comme ça. Il vaut mieux distiller au fur et à mesure des petites informations qui vont commencer psychologiquement à les préparer en disant ok, on devra travailler comme ça, laisser le temps et non pas faire un bing bang à la fin. Ça fait partie de l'accompagnement du changement. L'accompagnement du changement, ce n'est pas que de la formation, ce qui est souvent le cas dans les projets de mise en œuvre. Les entreprises s'imaginent que l'accompagnement du changement, c'est une bonne formation. Alors déjà, les formations, c'est important, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais même chose, il faut prendre en compte les changements d'état d'esprit des gens. Ça fait partie de l'accompagnement au changement, donner tous les outils, toutes les informations pour que la transition se passe bien. La gestion des temps, c'est donc aussi faire le choix de l'outil le mieux adapté par rapport au processus, à l'organisation. Pouvez-vous nous détailler un petit peu le processus global et comment il s'intègre du coup au sein du SIRH? Alors déjà, merci pour cette question parce que en effet, c'est faire le choix de l'outil le mieux adapté au processus d'organisation, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un outil meilleur qu'un autre. Il n'y a pas sur le marché l'outil, le top du top. Par contre, il y a une multitude d'outils, de solutions, et il y a des solutions qui sont mieux adaptées à une entreprise, à des process, à des cultures, à des façons de faire. Alors ensuite, quel est le processus de mise en œuvre? Qu'est-ce que la GTA au sein du SIRH? Déjà, il faut savoir qu'il y a des étapes. En gros, la GTA, elle va recevoir des données. Elle va recevoir déjà les salariés, par exemple. C'est de plus en plus le cas, de façon à éviter les doubles saisies, à perdre du temps, à fiabiliser les choses. Mais ça va être aussi des données de dimensionnement dans le cadre de la planification, par exemple, comme vous faites chez Olidis, pour dimensionner automatiquement les plannings, pour les automatiser, il va falloir donner soit des historiques de chiffre d'affaires, de nombre d'appels, de nombre de colis, que sais-je encore, en fonction du domaine d'activité. Voilà, ça fait partie des données en entrée que peut recevoir une gestion des temps et une planification. Ça va être deuxième étape de planifier. Ça va être planifier les horaires, les shifts, les postes, les activités, qui va faire quoi, quand, comment. Ça, c'est la deuxième étape qui est vraiment au niveau du manager et qui va être manuel ou semi-manuel, puisqu'on va avoir, comme vous le faites chez Olidis, de la planification optimisée, un moteur algorithmique d'optimisation. Et ça va permettre de pré-mâcher le travail et puis ensuite, il n'y a plus qu'à faire les adaptations manuelles. Il va y avoir la collecte, c'est le troisième point.
D'accord. Après avoir planifié, on va collecter. On va collecter quoi? On va collecter la présence. On va collecter les absences aussi, puisque les collaborateurs vont pouvoir faire leur demande d'absence. On va collecter les activités. Il peut y avoir dans certaines structures le besoin d'aller scanner des codes barres pour dire voilà, je vais faire telle activité ou j'ai fait tant de colis, ce genre de choses. Donc on va collecter la présence, l'absence, l'activité. La quatrième étape, ça va être bien évidemment le calcul. Alors tout ça, c'est une étape ici que je l'éclate en étapes, mais c'est en temps réel dans la plupart des outils. Hein, tout est calculé pour avoir le temps de présence, les éventuels dépassements, les heures supplémentaires, les majorations, etc. Et puis la cinquième étape, ça va être souvent là où les gens se focalisent, ça va être la transmission des éléments variables de paye sur la paye, qui est l'étape finale quasiment de ce process-là. Donc du coup, une sorte de chaîne de valeur ajoutée? Exactement. C'est-à-dire on a déjà les plannings prévisionnels et les souhaits d'absence. Là, la valeur ajoutée, c'est quoi? On anticipe, on a de la visibilité, l'équité. On peut même avoir des provisions comptables. Donc déjà, on commence à toucher des personnes différentes, la comptabilité, les salariés, les managers. La collecte des temps de présence, des absences, c'est une fiabilisation de la paye. Là aussi, c'est une grosse valeur ajoutée. Et puis ensuite, il faut se rendre compte que la GTA, déjà le A, contrairement à ce que beaucoup croient, ce n'est pas A pour absence, gestion des temps et des absences, c'est gestion des temps et activité. D'accord? Donc l'activité, ça ouvre des perspectives énormes dans le SIRH, mais bien au-delà. La gestion des compétences, par exemple, il faut gérer les compétences pour savoir les bonnes personnes au bon poste, au bon moment. Les niveaux de compétences, est-ce qu'on met un novice? Est-ce qu'on met un expert? Est-ce qu'on met un confirmé? On peut gérer la formation aussi en fonction des postes sur lesquels on a besoin de mettre les personnes. Si on a besoin que ce soit un expert, il va falloir qu'on le fasse monter en compétences, donc qu'on gère de la formation. Et peut-être que finalement, une personne aura moins besoin de formation parce qu'elle a déjà passé un certain nombre d'heures à faire telle activité. La pénibilité aussi. La GTA est la mieux placée pour gérer la pénibilité, savoir combien de temps il passe à faire telle activité sur tel poste. Il n'y a pas mieux comme base de collecte des infos pour la pénibilité. Le bien-être, on en parle de plus en plus du bien-être, mais le bien-être des salariés, c'est aussi de savoir quand ils doivent travailler, jusqu'à quelle heure, quand est-ce qu'ils sont disponibles, quand est-ce qu'ils sont off, quand est-ce qu'ils ont des congés, qu'on prenne en compte leur rythme de vie personnel aussi, ils ont des contraintes personnelles. Donc là, d'ailleurs, Olidis a fait un gros travail dans ce sens-là et a lancé le concept du social planning. C'est vraiment dans l'air du temps. Les accidents du travail aussi, calculer les taux de gravité d'accident de travail, etc. C'est la GTA qui va pouvoir fournir ces éléments-là. La productivité, l'investissement, la comptabilité, ce sont des éléments qui peuvent être gérés par la gestion des temps et la planification. Donc c'est vraiment ce qu'il y a de plus transversal. Donc en termes de valeur ajoutée, c'est pour ça qu'au début, je disais bien que la GTA, la planification, c'est ce qui offre le ROI le plus important et plus rapide, tellement c'est transversal et ça touche deux métiers. Merci Stéphane. Du coup, est-ce que vous pourriez donner 2 ou 3 petits conseils aux entreprises qui cherchent à se mettre en place un logiciel de gestion des temps et des activités? Alors, oui, et je vais revenir sur un sujet, je l'ai déjà au moins dit 2 fois, je pense, depuis le début, mais c'est impliquer les managers et les référents RH locaux dès la jeunesse, dès le cadrage, dès les prémices du projet. Parce que c'est là qu'on va pouvoir découvrir les spécificités, les usages du terrain, les besoins, les contraintes opérationnelles et ne pas être devant le fait accompli au moment des formations. Typiquement, c'est souvent là, voir, aller au mieux, dans le meilleur des cas, au moment de la recette, ah mince, en fait, c'est pas tout à fait comme ça qu'on fait sur le terrain. Donc en fait, dès le début, il faut intégrer tous les acteurs et tous les utilisateurs dans le projet pour anticiper. Ensuite, il faut se dire que ce qui est évident pour soi ne l'est pas pour les autres. Et l'un des plus gros écueils, c'est aussi les interprétations et les croyances. Il faut bien aller au fond des choses. Encore une chose, entre usage et réglementaire, il y a souvent un gouffre. Il y a aussi la vision
RH et la vision des opérationnels pour un même terme, ce que ça implique ne sont pas la même chose. Par exemple, pour des RH, la notion d'activité, une activité, c'est quoi? Je travaille, je ne travaille pas, je suis en formation, je suis en délégation. Ça va être plutôt ça, souvent, dans l'esprit des RH. Ce que c'est une activité pour un opérationnel, une activité, c'est quoi? Je vais être sur telle caisse, je vais être sur tel type d'appel, je vais aller sur telle ligne de production, je vais faire de l'emballage, ce genre de choses. Ça, c'est de l'activité opérationnelle, ce qui n'est pas du tout la même chose. Donc, bien faire attention aux interprétations, aux terminologies qui sont bien différentes. Et enfin, s'il y a bien un moment qui est chronophage et important dans un projet, c'est la recette. J'en ai vaguement parlé tout à l'heure, j'ai glissé le mot, mais en fait, la recette, c'est quoi? C'est la phase de test. Une fois que l'outil a été mis en place, il faut vraiment passer du temps et aller au fond des choses, parce que c'est souvent sous-estimé. La charge, elle est sous-estimée, et du coup, il n'y a pas assez de ressources humaines pour faire cette recette, ni de ressources en termes de temps. Résultat, c'est bâclé, et puis c'est en production les utilisateurs qui essuient les plâtres au final. Donc c'est impliquer, expliquer, tester. Exactement. Chaque solution, chaque éditeur propose donc sa vision, sa réponse aux problématiques de gestion des temps. Pouvez-vous auditer un petit peu Olidis dans ce sens? Alors Olidis, c'est l'expert avec un grand E, ou un grand L, ça dépend comment on voit les choses. Donc l'expert en termes de planification et des enjeux. Après, particularité à mon sens d'Olidis, c'est qu'il y a une véritable conscience de la société. Et ça, c'est pas commun chez les autres éditeurs qui souvent vont faire uniquement que de répondre à des besoins de marché, ce genre de choses. Et là, chez Olidis, tout à l'heure, je le glissais, la notion du social planning. Ça, c'est une conscience de la société. Se dire, il faut prendre en compte les besoins des collaborateurs dans les plannings. Quand on parle des besoins, c'est les besoins de la vie privée. Ça va pouvoir permettre à ce que les gens puissent s'échanger des horaires, prendre en compte les contraintes de la vie, parce que en plus là, c'est exacerbé avec la crise actuelle. Mais tout le monde a des contraintes entre les enfants, la vie sociale, les activités sportives et culturelles, etc. Tout ça, en fait, chacun a besoin d'avoir une vie et que chacun soit traité avec équité au sein de l'entreprise, mais avoir une équité aussi entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Et ça, Olidis a vraiment pris conscience de ça, l'a pris à bras le corps. Et avec ce terme social planning qu'Olidis a brandi, c'est vraiment exceptionnel. Autre chose, Olidis a une conscience du marché bien au-delà de la planification. Lors des 30 ans, vous avez fait, je ne sais pas comment on dit, un concours de pitch, effectivement, avec des startups. Voilà, un concours de pitch, mais qui n'ont rien à voir avec la planification. Alors, on peut toujours, comme je le montrais tout à l'heure, de toute façon, planification GTA, c'est totalement transversal. On peut toujours trouver des ramifications, etc., mais il n'y a pas de lien immédiat, direct. C'est simplement, Olidis a une conscience du marché bien au-delà de son domaine d'expertise qui est la planification et souhaite aider et développer tout ça. Et ça, sincèrement, c'est quelque chose à saluer. Et quelle est votre vision sur la ou les différences entre un projet à proprement parler de planification et un projet de gestion des temps? Pourquoi, selon vous, les deux processus peuvent-ils paraître aussi clivants alors que globalement, ils sont là pour se renforcer, ils se complètent pour in fine améliorer l'efficacité organisationnelle des entreprises? Alors, en gros, il y a 3 points. Le vocabulaire est différent entre les différents utilisateurs, les objectifs sont différents et les contraintes sont différentes. Un projet de gestion des temps et de planification concerne grosso modo 3 grandes populations. Les RH, les opérationnels et la direction qui en fait est un peu au centre des deux. Les RH vont avoir un besoin, c'est fiabiliser la paye, contrôler un réglementaire, cadrer un petit peu tout ce qui va avoir lié à la paye et aux lois, au respect du temps du travail, etc. Les opérationnels, eux, ils doivent jongler avec des besoins sur le terrain pour répondre aux clients, pour générer du chiffre d'affaires, pour gérer des commandes,
pour gérer une production. Au centre, on a la direction. La direction qui sait qu'elle doit faire un volume de chiffre d'affaires tout en respectant des contraintes. Donc c'est là où en fait, c'est pas que c'est clivant, c'est que finalement les objectifs, la finalité n'est pas la même. Il est important dans un projet de gestion des temps et de planification qu'on ait bien toutes ces populations qui soient présentes, les RH bien entendu, les opérationnels, je ne cesserai de leur répondre, mais également au moins par le biais d'un sponsoring, la direction qui va être là justement pour orienter et trancher sur certains points complexes et structurants. Et pour terminer, Stéphane, les entreprises sont en pleine marche forcée pour digitaliser leurs processus. Quelle en est votre vision aujourd'hui ? Alors, première chose, il ne faut pas oublier l'humain. Il faut apprendre à faire confiance aussi à l'expertise des utilisateurs. Tout n'est pas automatisable ou tout n'a pas lieu d'être automatisé dans un système de gestion des temps et de planification. Ne pas prendre pour une généralité un cadre exceptionnel, aussi long soit-il. On est dans une période de pandémie, une période de crise. Il ne faut pas modéliser la situation actuelle, par exemple, et se dire bon, on va la pérenniser. C'est pas du tout le cas. Donc, il faut accepter ça. C'est qu'en fait, parfois, on est dans une succession d'exceptions. J'ai pu voir des clients qui avaient du mal à modéliser son activité parce qu'il y a eu le cas des gilets jaunes, il y a eu les campagnes marketing. Une campagne marketing, ce n'est pas quantifiable, donc ça va ramener des flots de clients. Mais comment modéliser ce genre de choses ? Ça va être difficile. Donc là, ça va être plutôt au rôle du planificateur, en l'occurrence, sur ce sujet-là, de prendre les choses en main. Donc il faut faire confiance aussi à ça. On peut avoir le cas de la météo. La météo, c'est pas toujours fiable d'une part, c'est pas toujours modélisable. Et c'est pas toujours intégré tout simplement dans les contraintes, et pourtant ça, dans certaines activités, ça a un fort impact. Donc tout n'est pas automatisable, toutes les contraintes ne peuvent pas être prises en compte, et là il faut faire confiance à l'humain. Les utilisateurs connaissent leur métier, l'outil est à la disposition des utilisateurs et non pas l'inverse. L'outil n'est pas là pour remplacer les utilisateurs. Ce qu'il faut se dire aussi, c'est que s'équiper d'un outil de gestion des temps et planification, c'est un projet à long terme. C'est pas un projet qui va durer 3 mois. Il ne faut pas attendre immédiatement un retour sur investissement, quelque chose pleinement opérationnel en 6 mois. Donc, il faut prendre le temps là où il faut pour en gagner. Et dernière chose, ne pas hésiter à se faire accompagner. La gestion des temps et la planification sont des sujets assez pointus qui font appel à des compétences qui ne sont pas forcément très fréquentes. Typiquement, sur la gestion des temps, en fait, il n'y a pas d'école. Personne n'est formé à la gestion des temps. Autant, il y a des écoles, on peut être formé sur la paye, sur la gestion de la formation, la gestion de la carrière. Il y a des cursus scolaires, des formations complémentaires sur ces sujets. Il n'en existe aucune sur la gestion des temps et encore moins sur la gestion des plannings. Donc, ça fait appel à des compétences qui ne sont pas forcément très courantes, donc il ne faut pas hésiter à se faire accompagner par des spécialistes. Merci Stéphane, c'était un plaisir de prendre une pause autour d'un café. Merci de nous avoir présenté Temps d'avance. Si vous avez un projet de gestion des temps ou planification, n'hésitez pas à les consulter sur tempsdavance.fr. Merci à nos auditeurs et rendez-vous sur holidis.com pour d'autres interviews. Tu prendrais bien un thé ?